Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième chapitre du cours de Supply Chain Management. Dans le chapitre précédent, nous avons vu différentes notions relatives à la définition de la supply chain, ses processus, ses flux, ses enjeux, ses métiers, ses futures tendances, ses facteurs de complexité et les types de décisions prises à différents horizons de planification pour faire face à sa complexité. Dans ce chapitre, nous parlerons en particulier de différentes décisions prises au niveau stratégique, c'est-à-dire au niveau long terme. La stratégie en supply chain management est définie comme l'ensemble des décisions à prendre afin d'organiser le système industriel et logistique de manière à réaliser des objectifs en adéquation avec la stratégie générale et marketing de l'entreprise. Mais avant de parler de décisions stratégiques en supply chain, intéressons-nous d'abord au commencement, c'est-à-dire à la stratégie générale de l'entreprise, afin de comprendre comment est-ce qu'à travers ses objectifs, elle influence la stratégie supply chain en particulier. Autrement dit, la stratégie supply chain doit être cohérente avec la stratégie générale de l'entreprise. Nous nous intéressons donc, dans un premier temps, à la manière dont on fera ces choix stratégiques fondamentaux en entreprise. Imaginez que vous voulez créer votre entreprise. La première question à vous poser est quels sont les produits ou les services que je souhaite vendre à mes futurs clients. C'est ce qu'on appelle un segment stratégique. Un segment stratégique peut être défini comme un ensemble homogène d'activités, de produits et de services qui s'adressent à un même marché de consommateurs et qui utilisent les mêmes types de technologies en ayant les mêmes concurrents. Par exemple, une entreprise de location de voitures qui propose à la location journalière des citadines à petit prix pour des particuliers à petit budget et propose aussi la location longue durée de berlines pour des hauts cadres des entreprises clientes. Ce sont là deux segments stratégiques bien distincts avec ce qu'on appelle des facteurs clés de succès bien différents. Les facteurs clés de succès, ce sont les différents éléments à maîtriser pour être compétitif sur le marché. Dans le cas de l'exemple de location journalière de citadine, le facteur clé de succès principal est le prix. Le client attend de vous que vous soyez moins cher que la concurrence pour venir chez vous. Pour les locations longue durée de berlines, ce sont des voitures haut de gamme. Les clients attendent donc une qualité parfaite, des voitures innovantes. Ils attendent aussi un service irréprochable, par exemple une réactivité en cas de panne pour l'envoi de dépannage et d'une voiture de remplacement. Vous voyez donc qu'en fonction du segment, vos clients viendront chez vous et vous évalueront sur différents critères. Et vous devrez donc mettre en place une stratégie pour répondre à ces demandes clients. C'est la deuxième étape de cette démarche stratégique. En d'autres termes, vous devrez vous poser la question suivante. Quelle stratégie devrais-je adopter pour que les clients viennent chez moi et n'aillent pas chez la concurrence? Pour cela, on distingue deux stratégies de base. L'une vise à obtenir un coût de revient très bas pour pouvoir offrir des prix de vente très attractifs aux clients, comme le cas des citadines dans la location de voitures. L'autre stratégie consiste plutôt à se différencier des concurrents par des produits spécifiques, par leur qualité ou leur innovation, et des services uniques pour accompagner le client et répondre à ses exigences. Nous verrons ces deux stratégies plus en détail dans ce qui suit. Naturellement, ces deux stratégies de base auront des conséquences au niveau de la supply chain. Il faudra donc, dans une troisième étape, sélectionner la stratégie industrielle et logistique qui répond aux objectifs de la stratégie générale, à travers la mise en place d'un ensemble de décisions de nature stratégique dans les processus de conception, achat, production et distribution. Nous verrons le détail de ces stratégies un peu plus loin dans la vidéo. Si on revient à l'étape 2, donc une fois qu'on a défini le segment stratégique sur lequel l'entreprise va se positionner, on devra définir la stratégie fondamentale, la stratégie de base que l'entreprise devra adopter pour réussir sur son segment stratégique. Comme on a déjà dit, on retrouve deux grands types de stratégies de base, la stratégie coût-volume et la stratégie différenciation. La stratégie coût-volume a pour objectif de réduire le plus possible les coûts de revient afin de pouvoir garantir un prix très bas aux clients tout en générant du profit. Elle se base principalement sur une recherche de volume élevé, que ce soit dans les achats, la production ou la distribution,
pour bénéficier d'économies d'échelle, c'est-à-dire amortir par le volume de produits achetés, produits, entreposés ou transportés, la structure des coûts fixes en termes d'acquisition de bâtiments et des équipements, frais administratifs, etc. Cette stratégie se focalise sur le processus plutôt que sur le produit, afin de chercher sans cesse des gains de productivité. IKEA est très connu pour ce type de stratégie puisque toutes les étapes de sa chaîne de valeur soutiennent cette stratégie depuis la conception des produits jusqu'à leur vente en passant par les achats, la production, l'entreposage, le transport. Tout est fait pour traquer les coûts inutiles et les éliminer. L'autre stratégie de base est la différenciation. Elle consiste à se différencier de ses concurrents en offrant au client un produit ou un service dont le caractère spécifique est tellement important pour le client qu'il est prêt à payer plus cher pour l'avoir. Globalement, cette stratégie se focalise sur la conception des produits plutôt que sur le processus de production. L'entreprise tente le plus souvent de proposer à ses clients une large gamme de produits. Si on prend l'exemple de Zara, elle produit plus de 12 000 designs de produits différents chaque année. Dans les usines de BMW, plus de 1000 modèles de véhicules avec différentes combinaisons de motorisation et d'options sont assemblés chaque jour. Barilla, donc le producteur de pâtes, produit 800 différents types de pâtes chaque semaine, etc. Donc ces produits sont souvent innovants et vont être renouvelés souvent pour maintenir un avantage compétitif. La différenciation peut donc porter sur le produit, ses spécificités fonctionnelles, son niveau de qualité, son degré d'innovation, etc. Pensez par exemple à des produits estampillés Made in Germany que vous êtes certainement prêt à payer plus cher que la concurrence parce que le Made in Germany est associé, en tout cas dans l'esprit de la grande majorité des consommateurs, à un standard élevé de qualité. Donc vous clients, vous vous dites que si j'achète une machine à laver allemande, je la paierai plus cher, mais elle ne me laissera pas tomber, donc elle fonctionnera plus longtemps. La différenciation peut aussi porter sur les services associés aux produits, comme par exemple la flexibilité d'une entreprise à livrer son client à n'importe quel moment, ou encore les délais de production ou de livraison très courts. Pensez par exemple à Zara, un spécialiste donc de la mode rapide. Il est connu non seulement pour la créativité et la qualité de ses modèles, mais aussi et surtout pour le changement rapide de ses collections, puisqu'elle réapprovisionne ses magasins 2 fois par semaine contre en moyenne 3 mois pour les concurrents, afin de s'ajuster au mieux à la demande des clients. C'est ce qui a permis à la marque de se développer très rapidement et de conquérir des marchés mondiaux. Ce type de stratégie a évidemment un coût. Mais comme on a dit précédemment, le client est prêt à payer le prix pour pouvoir avoir un produit innovant de qualité dans un délai court, etc. Donc cette stratégie peut également permettre à l'entreprise de dégager des marges importantes, tout en maintenant des coûts d'opération à un niveau stable. Donc un des exemples les plus connus, c'est celui d'Apple, qui, donc lors de la transition de l'iPhone 3 à l'iPhone 4, a presque doublé le prix du téléphone, alors que les coûts de production n'ont que très peu augmenté. Donc chacune des deux stratégies de base a ses propres caractéristiques. Nous avons déjà parlé de facteurs clés de succès. Donc pour la stratégie coût-volume, l'objectif est d'obtenir le coût le plus bas possible pour garantir un prix bas au client. Pour la stratégie différenciation, le client attend un produit différencié par son innovation ou son niveau de qualité, ou encore un service différencié par des lead time courts, la flexibilité dans la livraison du client, etc. Pour ce qui est du processus, la stratégie coût-volume implique souvent une fonction méthode très développée pour faire la chasse aux pertes de productivité de manière continue et espérer gagner en efficience et diminuer les coûts. La minimisation des coûts unitaires des produits peut aussi passer par l'automatisation du processus de production qui, sur un grand volume de produits, va permettre d'amortir les investissements, donc les coûts fixes, et d'avoir un coût unitaire très intéressant parce que les coûts variables sont très faibles. Une autre alternative aussi qui permet de réduire les coûts, c'est d'avoir de grandes unités de production qui, par le principe d'économie d'échelle, permettra de réduire le coût de revient unitaire. Si les coûts de main-d'œuvre, de matière ou d'énergie sont importants,
l'entreprise pourra aussi penser à délocaliser ses usines pour bénéficier de coûts plus faibles. Finalement, une intégration verticale poussée, c'est-à-dire que l'entreprise possède et contrôle en interne une grande partie des différents stades de production et de distribution, est aussi à étudier dans le cadre de la stratégie coût-volume si elle permet de réduire les coûts en éliminant les marges des fournisseurs potentiels. La stratégie différenciation va plutôt se focaliser sur une grande souplesse au niveau des études et du développement des produits afin de concevoir rapidement des produits qui répondent aux besoins du client et font garder à l'entreprise son avantage concurrentiel. La stratégie différenciation se basera aussi sur une collaboration étroite avec le fournisseur afin de travailler ensemble en amont dans la phase de conception des produits et des processus dans l'objectif d'amélioration mutuelle de la qualité et des coûts, mais aussi dans la phase d'opération en partageant les informations sur la planification et sur l'exécution pour éviter donc les ruptures d'approvisionnement et de maintenir donc les lead times courts. Pour ce qui est des ressources, dans le cadre de la stratégie coût-volume, l'entreprise va rechercher des équipements très productifs, parfaitement adaptés à la fabrication d'un produit donné. C'est ce qu'on appelle des équipements spécialisés, ce qui permet d'obtenir des coûts de revient très bas. Elle cherche également à recruter de la main-d'œuvre spécialisée dans une ou quelques tâches vraiment limitées, ce qui permet, par un effet d'apprentissage, d'avoir des opérateurs très productifs et donc de réduire les coûts. Pour la stratégie différenciation, l'entreprise devra proposer aux clients une large gamme de produits, ce qui se traduit sur le plan industriel par l'utilisation d'équipements flexibles capables de réaliser plusieurs types d'opérations. De même pour la main-d'œuvre, puisqu'un opérateur devra être polyvalent et savoir réaliser plusieurs tâches pour passer efficacement d'un produit à un autre, ce qui évidemment coûte plus cher en termes de coûts d'équipement, de coûts de main-d'œuvre, de coûts de formation, etc. D'un point de vue produit, la stratégie coût-volume s'adressera plutôt à des produits standardisés, caractérisés par une faible variété, des volumes importants, dont les technologies sont stabilisées et visant une durée de vie longue sur le marché, comme par exemple dans le secteur de l'habillement, des jeans, des chemises, des t-shirts, des chaussures de sport avec des formes et des couleurs un peu passe-partout qui plaisent à un grand nombre et qu'on achète donc à petit prix. La stratégie de différenciation concerne plutôt des produits plus innovants, à durée de vie courte, qui intègrent une part importante d'adaptation aux demandes des clients, en proposant par exemple plusieurs variantes d'un même produit ou en intégrant des technologies évolutives, comme par exemple dans le secteur textile, des vêtements, des sacs, des chaussures de luxe, ou encore dans l'électronique, des téléphones haut de gamme, etc. Donc, outre leur prix et le marché de clients auquel ils s'adressent, les produits standardisés auxquels s'applique la stratégie coût-volume et les produits innovants auxquels s'applique la stratégie différenciation ont chacun des caractéristiques différentes. Du point de vue demande des clients, les produits standardisés ont des ventes plutôt stables d'une année à l'autre. Donc l'historique des ventes permettra d'avoir une fiabilité des prévisions plutôt élevée, chose qui va faciliter la planification des approvisionnements, de la production et de la distribution. La planification, c'est-à-dire décider quand et combien commander de matières premières, de composants, quand et combien produire, quand et combien expédier les produits finis, de sorte à ce que le client dispose du produit à l'endroit et au moment voulu. Dans le cas des produits innovants, la demande est assez imprévisible compte tenu que leur vente dépend d'un certain nombre de facteurs exogènes, comme les modes, les tendances, mais aussi la réaction des clients face aux nouveaux produits. Certains produits dépassent les espoirs mis en eux, d'autres échouent complètement, comme on le voit pour certaines séries télévisées ou certains modèles de voitures, etc. C'est pourquoi la fiabilité des prévisions dans ce cas-là est souvent très faible, ce qui complexifie le processus de planification, puisque l'input de la planification, c'est finalement les prévisions de demande. Si les prévisions de demande ne sont pas fiables, la planification n'est pas fiable non plus. L'entreprise aura tout intérêt dans ce cas-là à fonctionner à la commande plutôt que sur prévision. D'un point de vue variété et durée de vie, un produit standardisé est un produit unique
ou le plus souvent une gamme de produits très restreinte avec peu de diversité. Prenez l'exemple de voitures low cost où pour chaque modèle vous trouverez uniquement 3 ou 4 couleurs possibles et uniquement quelques combinaisons possibles de motorisation et d'options. Donc ce type de produit a souvent une durée de vie longue. Prenez par exemple le t-shirt noir basique que tout le monde a dans sa garde-robe et qu'on n'hésitera pas à racheter tous les ans. Au contraire, un produit innovant est souvent décliné en une large gamme de produits pour que le client puisse y trouver ce qu'il aime et qui est fréquemment renouvelé pour que le client soit toujours tenté d'acheter le téléphone dernier cri ou les dernières chaussures à la mode. Une fois qu'une nouvelle technologie apparaît ou que la mode change, le produit ne se vendra plus. Pour ce qui est du risque d'invendu, si cette année on n'arrive pas à écouler le stock de t-shirts noirs basiques, on sait qu'en le ressortant l'année prochaine, en début de saison, le t-shirt sera vendu. Donc le risque d'invendu est faible. Pensez maintenant aux bottes qui font fureur cette année. Si à la fin de l'hiver, le stock de ces bottes n'est pas complètement écoulé, il y a peu de chances de vendre ces bottes l'hiver prochain parce qu'elles seront passées de mode. Donc le risque d'invendu est très fort. D'où l'importance de fonctionner sans stock dans la gestion des produits innovants et de s'adapter à la demande sur le très court terme. Pour la troisième étape de la démarche stratégique, il faudra déduire de la stratégie générale coût-volume ou différenciation une stratégie supply chain qui va permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie générale. Les deux stratégies générale et supply chain doivent donc être parfaitement cohérentes et connectées pour pouvoir satisfaire le client. Pour faire ça, on aura besoin de traduire ce que veut le client en jargon supply chain. Donc dans le cadre d'une stratégie coût-volume, on a dit que le client souhaite avoir un prix bas du produit qui lui est proposé. Donc d'un point de vue supply chain, cela se traduit par la réduction des coûts dans tous les processus achat, fabrication, distribution, auxquels on peut aussi ajouter la conception, notamment grâce à la suppression de tous les dysfonctionnements et les divers coûts associés par une démarche lean par exemple, mais aussi en tentant de réduire les coûts directs et indirects des différents processus grâce à des choix stratégiques comme un taux d'utilisation élevé des équipements et des véhicules pour appliquer le principe d'économie d'échelle. On peut aussi opter pour comme on a déjà dit, pour l'automatisation ou encore la délocalisation des achats et de la production dans des pays à bas coût. Et on peut optimiser les stocks pour réduire les frais d'immobilisation de stock, etc. Donc ceci pour pouvoir satisfaire le client tout en maintenant les marges de l'entreprise. Si on est maintenant dans une stratégie de différenciation par la qualité du produit, le client attend une qualité parfaite. Donc d'un point de vue industriel, cela se traduit par une qualité maîtrisée du produit en multipliant les points de contrôle tout au long des processus d'approvisionnement, production et distribution. Mais mieux encore que de contrôler les produits, on va plutôt contrôler les processus, c'est-à-dire éliminer toutes les causes de mauvaise qualité par des actions de prévention. Donc il faut pouvoir détecter les dérives des équipements avant que le défaut produit n'apparaisse. Et ceci en utilisant différentes techniques comme par exemple les cartes de contrôle, les pokayoke, etc. Donc si maintenant le client demande un service rapide, surtout dans le cadre donc d'une stratégie différenciation, c'est-à-dire que le client attend un lead time très court à partir du moment où il a passé sa commande. Donc d'un point de vue supply chain, cela se traduit par une réduction drastique des temps de cycle approvisionnement, production, distribution, par exemple en optant pour la proximité géographique, en s'approvisionnant chez les fournisseurs locaux, en localisant les usines et les entrepôts le plus proche du marché desservi, en utilisant aussi des moyens de transport rapides, même aux dépens du coût. Indépendamment du délai en lui-même, le client peut aussi demander que la livraison soit maîtrisée, c'est-à-dire que l'entreprise respecte le lead time annoncé au client. Si par exemple vous commandez dans un site internet de e-commerce, quand vous annonce une livraison entre 24 heures et 48 heures, vous allez pouvoir juger ce marchand justement à travers sa capacité à respecter le délai maximum des 48 heures qu'il vous a annoncé.
Donc d'un point de vue supply chain, ce critère se traduit par l'obligation de résultat de l'entreprise en matière de fiabilité des équipements et des véhicules, en évitant donc les pannes, les micro-arrêts, les ralentissements, etc. Donc l'entreprise peut arriver à maîtriser ce genre d'aléas en mettant en place par exemple des politiques de maintenance préventive, voire dans le cadre de l'industrie 4.0 et si la rentabilité donc de l'investissement est justifiée, une maintenance prédictive qui va suivre l'état de l'équipement par des capteurs et grâce à l'analyse d'algorithmes prédictifs pourra anticiper et prévenir les éventuelles pannes. Si maintenant, dans le cadre d'une stratégie de différenciation, le client attend un produit innovant par sa technologie ou par son design, par exemple, d'un point de vue industriel, cela se traduit par ce qu'on appelle la flexibilité produit ou la flexibilité en matière de conception et de développement. En d'autres termes, il faudra que l'entreprise puisse innover selon des cycles toujours plus courts de mise sur le marché des produits en utilisant ce qu'on appelle l'ingénierie simultanée. C'est-à-dire qu'on cherche à mener un processus de conception où les opérations d'études et de développement s'organisent de façon chevauchée, c'est-à-dire parallèlement et non pas de manière séquentielle, afin d'accélérer le processus dans sa globalité. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui relève plutôt du domaine de la gestion de projet plutôt que du supply chain management. Donc si toujours dans le cadre d'une stratégie de différenciation, on a un client qui exige d'avoir une large gamme de produits pour pouvoir faire son choix. Donc cela se traduit d'un point de vue industriel par la flexibilité processus et plus particulièrement la flexibilité qualitative. Et comme vu précédemment, ce type de qualité nécessite d'avoir des ressources humaines et matérielles flexibles, c'est-à-dire des opérateurs polyvalents formés à plusieurs types de tâches et des équipements flexibles capables de changer d'outillage ou de série en peu de temps. Si finalement un client souhaite que son fournisseur soit flexible, c'est-à-dire qu'il puisse lui assurer une livraison au moment où il a besoin, dans la quantité où il a besoin, d'un point de vue supply chain, cela se traduit par la capacité de l'entreprise à moduler sa capacité en fonction de la demande. C'est ce qu'on appelle la flexibilité quantitative par des moyens d'ajustement de la capacité à la charge, soit en constituant un stock d'anticipation, soit en ayant recours à de la sous-traitance ou encore en ayant recours à des heures supplémentaires ou un personnel polyvalent pouvant être réaffecté à plusieurs postes de travail en fonction du carnet de commandes, etc. Donc pour récapituler, d'un point de vue stratégique, on doit pouvoir mettre en place une stratégie supply chain pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs en matière de stratégie générale et de répondre aux besoins des clients. On appelle supply chain efficiente ou efficient supply chain ou encore lean supply chain, une stratégie supply chain qui accompagne la stratégie coût-volume. Une stratégie réactive qu'on appelle aussi supply chain agile, en anglais responsive supply chain ou agile supply chain, une supply chain qui va accompagner une stratégie de différenciation. Une supply chain efficiente va avoir comme objectif de répondre à la demande du client qui est prévisible, souvenez-vous, pour un produit standardisé avec une demande et des prix plutôt stables sur une longue durée de vie. Et donc on a un historique qui permet de prévoir la demande avec un risque d'erreur réduit et bien sûr tout ça au coût le plus bas possible. Une supply chain réactive va au contraire avoir comme objectif de répondre très rapidement à une demande qui est imprévisible. Souvenez-vous, on a des produits innovants, donc des ventes peuvent être plus importantes que prévu ou au contraire très en dessous des prévisions. Et tout cela sans constituer de stock, parce que le risque d'invendu dans le cas d'un produit innovant est trop important. Une supply chain efficiente va se concentrer déjà au stade de la conception à maximiser la performance en réduisant le coût. Cette réduction de coût peut passer par la standardisation, c'est-à-dire la diminution du nombre de matières premières et composants achetés et le nombre de produits finis fabriqués. Cela conduit parfois à utiliser des pièces surqualifiées pour certains usages dans certains produits et donc entraîner un coût légèrement supérieur, mais ce supplément de coût est souvent compensé
par les économies d'échelle réalisées dans la gestion de l'ensemble des produits en termes de diminution des stocks et de production en série longue qui évite des changements de série coûteux. Une supply chain réactive va plutôt opter pour une conception modulaire de l'ensemble des produits avec l'objectif de standardiser le plus possible une majorité des composants et sous-ensembles entrant dans la fabrication du produit fini. Ainsi, tout produit fini sera finalement constitué en majorité d'un montage de composants standards avec quelques constituants spécifiques pour garantir la différenciation. Cette conception modulaire permet d'offrir une vaste gamme de produits par combinaison d'un nombre restreint de modules, tout en limitant le coût. Un exemple typique de cette stratégie, c'est celui de Dell, qui est connu pour sa vente directe aux clients, en lui offrant une base standard de produits à laquelle il peut ajouter, à sa guise, un ensemble de fonctionnalités. Le mode de pilotage utilisé par Dell, c'est ce qu'on appelle le Assemble to Order, c'est-à-dire que quand le client passe sa commande, le PC est assemblé en utilisant des composants standards qui se trouvent en stock pour répondre à la configuration exacte demandée par le client, ce qui permet de réduire le coût de fabrication des composants standards par un effet d'économie d'échelle, mais aussi de réduire les coûts et les risques de stock, car on n'a plus besoin de garder toutes les configurations possibles de produits finis en stock, avec le risque qu'elles ne se vendent pas, mais seulement les composants standardisés qui peuvent entrer dans l'assemblage de plusieurs produits finis et qu'on assemble à la demande, limitant ainsi tout risque d'invendu. En plus de la conception modulaire, il faut aussi chercher ce qu'on appelle la différenciation retardée du produit. C'est-à-dire qu'il faut chercher à reporter le plus en aval possible du processus de production, la différenciation ou la personnalisation du produit, afin de pouvoir, comme on a dit, gagner le plus possible en productivité par l'effet d'économie d'échelle sur les composants standardisés, tout en minimisant les risques de prévision. Mais aussi de pouvoir diminuer la durée d'assemblage final afin de garantir un lead time court au client. Ainsi, pour l'exemple de Dell, l'assemblage final suite à la commande du client prend 1 à 2 jours et le client reçoit sa commande dans une semaine, ce qui permet de satisfaire le client. En ce qui concerne la stratégie d'achat, une supply chain efficiente se basera sur la sélection de fournisseurs en privilégiant le critère de coût et de qualité, ce qui revient généralement à concentrer les volumes d'achat pour augmenter le pouvoir de négociation par la réduction du nombre de fournisseurs, ce qu'on appelle le monosource, et à élargir la base fournisseur, c'est-à-dire à aller consulter des fournisseurs à un niveau international pour pouvoir éventuellement déployer les achats vers des pays à bas coût. Une supply chain réactive va plutôt privilégier la sélection de ses fournisseurs sur la base de critères de rapidité, de flexibilité et de fiabilité, et bien évidemment de qualité. C'est-à-dire qu'elle attendra de ses fournisseurs qu'ils répondent rapidement à des commandes faites à n'importe quel moment, dans la quantité, qualité et délai souhaités, afin d'assurer la flexibilité nécessaire pour pouvoir répondre de son côté à la demande imprévisible de ses clients. Pour cela, une supply chain réactive va plutôt chercher une collaboration à long terme avec ses fournisseurs en travaillant ensemble sur la conception des produits, des services et des processus, mais aussi en échangeant et en partageant des informations sur la planification et l'exécution dans l'objectif d'atteindre un optimum global de la supply chain. En ce qui concerne la stratégie de production, une supply chain efficiente vise à saturer les équipements pour amortir la structure des coûts fixes. Comme on l'a dit précédemment, la réduction des coûts peut passer par l'intégration d'un degré d'automatisation élevé ou encore par une délocalisation industrielle vers des pays à bas coût. Une supply chain réactive pourra maintenir sa production en local pour être proche des marchés, mais visera plutôt à garantir une flexibilité quantitative par des moyens d'ajustement de la capacité à la charge qui est imprévisible, souvenez-vous. Donc il visera également une flexibilité qualitative pour produire une large gamme de produits à proposer aux clients et donc optera plutôt pour des équipements flexibles et du personnel polyvalent. En ce qui concerne la stratégie
de distribution, une supply chain efficiente va plutôt utiliser des modes de transport peu coûteux avec un taux d'utilisation élevé pour amortir la structure des coûts fixes. Le cycle de fabrication sera en conséquence relativement lent, mais en revanche, le risque d'invendu sera très faible. Une supply chain réactive se concentrera principalement sur la réduction des délais, même aux dépens du coût, et optera dans ce sens pour des modes de transport rapides. En ce qui concerne la stratégie de stock, dans une supply chain efficiente, les prévisions fiables, souvenez-vous, pourront permettre une planification précise des besoins, et cela jusqu'au niveau des fournisseurs, ce qui aura pour effet de maintenir les stocks à leur niveau minimal à tous les niveaux, que ce soit les matières premières, les produits finis en usine ou dans le réseau de distribution, et ce qui va permettre de réduire donc les immobilisations de stock. Dans une supply chain réactive, souvenez-vous, détenir du stock est trop risqué, donc la priorité sera donnée à la flexibilité avec absence de stock à tous les niveaux. Seuls éventuellement des stocks de sécurité de matières premières ou composants stratégiques pourront être constitués à cause de délais d'approvisionnement ou de fabrication trop élevés par exemple, mais toujours à un stade peu différencié du produit, c'est-à-dire qu'on ne va pas constituer de stock de produits finis, mais plutôt des stocks de matières premières et composants qui peuvent entrer dans la constitution de plusieurs produits finis pour éviter toujours ce risque d'invendu. Pour illustrer cette approche stratégique, prenons un exemple assez simple dans l'industrie textile. Si on analyse les produits, plusieurs segmentations sont possibles selon la saison, été-hiver, selon les clients, hommes, femmes, enfants, bébés, selon la nature du vêtement, t-shirt, pantalon, robe, etc. Mais la seule segmentation qui est pertinente d'un point de vue supply chain management, c'est celle qui différencie les articles permanents classiques que tout le monde a dans sa garde-robe, ce qui implique un grand volume de vente, qu'on retrouve chaque année, peu importe les modes et les tendances, ce qui implique une longue durée de vie du produit, et qui ont une faible variété, et donc pas beaucoup de choix de couleurs et de formes. Pour ces articles-là, les clients mettent l'accent sur le prix et la qualité, ce qui implique la mise en place d'une stratégie coût-volume. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle les articles innovants, ou les articles mode ou les articles tendance, qui se caractérisent par une forte part de créativité et d'innovation, une période de vente qui est très courte, de quelques semaines à quelques mois, et qui existe dans un faible volume pour chacun des modèles, couleurs, tissus proposés, car les prévisions ne sont pas fiables puisque les ventes peuvent dépendre de la météo, des journaux de mode, etc. Il est clair que l'entreprise devra opter pour deux stratégies supply chain différentes pour chacun de ces segments. Une supply chain efficiente pour les articles permanents à durée de vie longue, la priorité sera donnée à une supply chain visant un niveau élevé de productivité afin de maîtriser le coût global. La prévision fiable des ventes au client final permet de faire une planification prévisionnelle des besoins jusqu'au niveau des fournisseurs de tissus qui potentiellement se trouvent éloignés du marché consommateur et demandent donc des délais longs d'approvisionnement, imposant une planification 6 mois à l'avance selon un plan glissant. Grâce à la planification globale maîtrisée, les niveaux de stock à tous les niveaux, tissus, produits finis en usine ou dans le réseau de distribution seront maintenus à leur niveau minimal afin de réduire les immobilisations de stock. Pour l'achat des tissus, une consultation internationale devra être faite et la sélection de fournisseurs devra privilégier les critères de coût et de qualité. La production sera organisée selon deux possibilités et le choix sera fait suite à une étude de rentabilité de l'un ou l'autre des scénarios, soit la délocalisation industrielle vers des pays à bas coût de main-d'œuvre en conservant un mode de production traditionnel, manuel, soit une fabrication près des marchés consommateurs pour réduire les coûts de transport et potentiellement les gaz à effet de serre des transports, mais aussi les stocks d'encours des transports, etc. Tout en intégrant un degré d'automatisation élevé dans les usines qui sera rentabilisé par le volume. Pour les transports internationaux d'approvisionnement ou de distribution, le mode maritime sera privilégié car économique, même si ça implique des cycles d'approvisionnement et de distribution qui sont longs. Pour des articles innovants à durée de vie courte,
L'entreprise optera pour une supply chain réactive qui privilégie la flexibilité et le taux de service aux clients, ce qui impose une localisation des fournisseurs et des usines plutôt près du marché consommateur pour réduire les lead time en l'absence de stock. Pour ce qui est des stocks, puisqu'ils comportent un risque élevé d'invendu, seuls les stocks de sécurité de certains tissus stratégiques ou ayant un délai technique trop long sera conservé. Le reste des matières premières et produits finis seront gérés en flux tendu, c'est-à-dire sans stock. Pour cela, on fera un suivi au jour le jour de la demande au niveau des différents points de vente pour recompléter le stock en petites séries et uniquement au besoin. Pour la partie approvisionnement, les fournisseurs seront flexibles et informés de l'évolution de la demande et donc seront prêts à approvisionner l'usine à la demande aussi. Pour la distribution, pas de réseau d'entrepôt, c'est-à-dire pas de stock, uniquement peut-être des cross-docks qui sont des plateformes par lesquelles transitent les marchandises sans être stockées, qui permet de consolider les envois aux points de vente en provenance de plusieurs usines pour constituer des camions d'approvisionnement et de livraison complets et amortir les coûts de transport. Dans ces conditions, malgré la difficulté de prévoir les ventes, le risque d'invendu en stock en fin de saison est minime. Donc ce type de stratégie est 20 à 30% plus cher comparé à la solution supply chain efficiente, mais le client est prêt à payer dans la mesure où il obtient rapidement un produit innovant ou en tout cas un produit à son goût. Alors pour conclure, il est clair qu'une entreprise qui traite simultanément des articles standards et des articles innovants pourra rarement mettre en place deux stratégies complètement indépendantes en parallèle, ne serait-ce que parce que ça coûterait trop cher de cumuler les infrastructures industrielles, donc les usines et les infrastructures logistiques, donc les entrepôts, les cross-docks, les moyens de transport dédiés à chacune des stratégies indépendamment. Donc quelque part, il faudra chercher une stratégie hybride, une sorte de compromis entre le coût et la flexibilité. Donc cette stratégie hybride est facilitée par des principes qu'on a déjà vus et qui sont les concepts de conception modulaire et de différenciation retardée du produit, ce qui rend possible une organisation dite en push-pull dans la supply chain. C'est-à-dire que dans la partie amont de la supply chain, on gère de grandes séries, c'est-à-dire de grands volumes, de composants standardisés avec peu de diversité. Ces composants vont être approvisionnés et fabriqués sur la base de prévisions fiables en appliquant les principes de supply chain efficiente. On obtiendra alors un stock de composants standards prêts à être assemblés sans grand risque d'invendu ou d'erreur de prévision puisqu'ils entrent dans la fabrication de plusieurs produits finis. Et c'est ce qu'on appelle la stratégie push. Dans la partie aval de la supply chain, on gère des petites séries avec une grande diversité, c'est-à-dire des produits qui sont personnalisés pour le client et qui devront être livrés rapidement. Donc il faudra appliquer les principes de la supply chain réactive par un montage final localisé près du marché consommateur pour réduire les lead times et une exécution du montage et de la distribution à la commande client pour limiter les risques d'invendus. On parle alors de stratégie pull. Cette organisation push-pull constitue donc un bon compromis d'ensemble puisque la partie en amont en adéquation avec la supply chain efficiente permettra de réduire les coûts et la partie aval en adéquation avec la supply chain réactive permettra de répondre rapidement à une demande imprévisible du client sans stock de produits finis. Nous arrivons au terme de cette 6e vidéo du cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir sur le forum du cours. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.